Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gauthier Allard, directeur général de la plateforme de crowdfunding immobilier Clubfunding, une des plus grosses plateformes de crowdfunding immobilier en France. En quelques chiffres, Clubfunding, c'est plus de 1,5 milliard d'euros collectés depuis 2015 et plus de 1100 projets immobiliers financés grâce à sa communauté d'investisseurs. Donc, je suis ravi aujourd'hui de recevoir Gauthier pour le 8e épisode de la saison 2 de ce podcast. L'objectif de cet épisode, c'est de faire un état des lieux en 2024 du marché du crowdfunding immobilier, ce placement qui affiche des performances moyennes de plus de 10% en 2023 selon le baromètre Mazars Financement Participatif France, qui est aujourd'hui le baromètre officiel sur le marché. Évidemment, on va parler de rendement et de performance, et en introduction, j'en profite tout de suite pour rappeler qu'à chaque rendement est associé fondamentalement une prise de risque. Plus le rendement est élevé d'un placement, plus il peut y avoir des risques. Donc on rappellera évidemment les risques du crowdfunding immobilier tout au long de ce podcast. Mais comme on entend pas mal parler depuis plus d'un an maintenant des tensions qu'il peut y avoir sur le marché immobilier et ses conséquences et ses répercussions sur les opérations de crowdfunding immobilier, à savoir notamment des augmentations de taux de retard et de taux de casse, eh ben, on va essayer avec Gauthier de vous faire prendre un peu de hauteur pour comprendre un peu mieux les enjeux du moment sur ce secteur, cette classe d'actifs, et comment vous pouvez faire pour investir intelligemment en crowdfunding immobilier en 2024. Donc bonjour Gauthier et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi vraiment de pouvoir te recevoir pour ce 8e épisode. Donc pour ceux qui pour ceux qui découvriraient aujourd'hui en ouvrant le podcast le crowdfunding immobilier, en introduction, mais brièvement, après on passera vraiment au cœur de la machine, mais brièvement, Gauthier, si tu pouvais nous rappeler en quelques mots en quoi consiste une opération de crowdfunding immobilier, voilà, ça permettrait de recontextualiser brièvement. Bien sûr. Donc c'est un outil qui permet à des particuliers de placer leur épargne dans des projets immobiliers contre des rendements. Et quand je dis placer leur épargne dans des projets immobiliers, j'entends par financer une opération immobilière. On a principalement deux types d'opérations immobilières. Il y a des opérations qui sont portées par des promoteurs immobiliers et des opérations portées par des marchands de biens. Et le particulier va venir financer en quelque sorte l'acquisition du bien immobilier réalisé par le promoteur ou par le marchand de biens. Et le placement va se faire souvent sur une période relativement courte, ça va être en moyenne autour de 24 mois, on va dire entre 18 et 36 mois, le temps que le marchand de biens puisse réaliser ses travaux et revendre son actif. Et à la revente de l'actif, euh, le marchand de biens va rembourser les investisseurs. Et compte des rendements qui vont être, voilà, initialement, historiquement, on va dire que le taux il était autour de 10%. Aujourd'hui, il est plutôt autour de 11%. Voilà, donc c'est des rendements qui sont des intérêts qui sont versés aux investisseurs. Alors, la majorité des opérations sont faites sous forme d'émissions obligataires. Donc, le souscripteur souscrit à des obligations sur une durée moyenne de 24 mois, tu l'as dit. Il touche des intérêts qui peuvent être versés régulièrement ou in fine. Je- Chez vous, chez Club Funding, d'une manière générale, c'est un versement plutôt régulier qu'in fine dans la majorité des opérations. Euh, et on verra tout au long de cet épisode voilà, comment ça se structure. Il y a de nouvelles formes aussi de crowdfunding qui commencent à apparaître. On parle d'immobilier fractionné, on essaiera d'en parler un peu parce que je sais que c'est aussi une innovation dont tu parles régulièrement. En tout cas, chez Club Funding, vous en parlez régulièrement. Vous avez beaucoup communiqué dessus, donc on en parlera un peu euh, vers la fin de l'épisode, quand on parlera un peu plus de club fooding et de votre approche. Mais je voulais vraiment qu'on vienne un peu sur le contexte actuel du marché voilà, pour que les gens qui nous écoutent, même si vous découvrez le crowdfunding immobilier aujourd'hui, vous allez voir que il ne faut pas juste, quand on parle de placement, s'accrocher au rendement. Il faut bien comprendre les mécanismes de création de valeur, les risques, comment ça fonctionne pour bien appréhender les choses et faire les bons choix. Pour ceux qui sont un peu plus initiés et qui suivent le crowdfunding immobilier depuis plus de 5-6 ans, puisque les premières opérations, vous avez fait partie des pionniers. Vous n'étiez pas les premiers sur le marché, mais vous avez quand même fait partie des pionniers.
Mais il y a quand même une tendance dans la presse aujourd'hui à beaucoup parler de baisse de la collecte, d'augmentation des retards, de taux de casse qui augmentent. Et je voulais, toi qui, parce que Club Funding, il faut savoir que c'est quand même un des acteurs majeurs avec des niveaux de collecte. On va dire il y a 10 acteurs sur le marché du crowdfunding immobilier aujourd'hui, enfin en 2023 en tout cas, qui ont collecté 70% des volumes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une concentration de la collecte sur 10 acteurs. Il faut savoir qu'il y a une quarantaine de plateformes aujourd'hui. Donc ça veut dire que 25% des plateformes font 70% de la collecte. Et vous êtes le leader ou un des deux leaders en termes de collecte. Donc ça veut dire que ton avis est assez représentatif du marché, Gauthier. Donc c'est pour ça aussi que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte bah, les problématiques auxquelles vous faites face aujourd'hui en tant que plateforme, les casses qu'il peut y avoir, ce que toi voilà, donne-nous un peu ton ressenti là sur ce premier trimestre 2024 sur comment est le marché. Avec plaisir. Et donc, tu l'as bien souligné, hein, c'est vrai que Club Funding est leader sur le marché. On a financé un peu plus d'1,5 milliard. Actuellement, on a environ 1 milliard d'encours. On finance à peu près environ 300 opérations par an, donc c'est quand même beaucoup. On a développé des opérations dans différents pays européens et on est un groupe composé d'un peu plus de 150 personnes. Et en termes de part de marché, rien que notre société, elle représente plus de 30% des volumes réalisés par le crowdfunding. Donc là, on va parler évidemment beaucoup du marché immobilier et du crowdfunding, mais la force de crowdfunding, c'est aussi d'avoir un scope un petit peu plus large d'intervention, étant donné qu'on a une société de gestion dans le groupe qui gère à peu près 200 millions d'euros, avec notamment un fonds qu'on a structuré avec Citi de 120 millions d'euros, qui est un fonds unitranche, et également des club deal equity. Alors, en faisant aussi du placement privé, on peut rassembler ces différentes solutions de financement pour financer des opérations assez importantes. Euh, donc, au niveau des enjeux actuels sur l'immobilier, alors évidemment, il y en a beaucoup, étant donné la hausse des taux qu'on a pu voir, la hausse des taux extrêmement rapide qui a un peu cristallisé le marché immobilier. Euh, Déjà, le point de situation, déjà, je commence par une bonne nouvelle, c'est qu'on sent que cette hausse des taux est finie. On parle même de baisse des taux à venir, donc on sent qu'on arrive quand même au bout de cette crise immobilière. Quand je dis au bout de cette crise immobilière, il va y avoir encore évidemment des secousses parce que les impacts sur les opérateurs immobiliers se font quand même dans la durée. Néanmoins, actuellement, l'espoir est permis que le marché s'assainisse et puisse repartir. Euh, donc, on a la sensation quand même actuellement qu'on arrive sur des points d'entrée intéressants de la part pour que les marchands de biens puissent se positionner et réaliser des acquisitions. Ça fait à peu près, je pense, 1 an et demi euh, que les opérateurs, qu'un grand nombre d'opérateurs sont en position d'attentisme, parce que c'est quand même relativement compliqué de se projeter dans un marché immobilier où on sent que les prix continuent de baisser. Mais avec cette stabilisation des taux, on a bon espoir que le marché puisse au moins se stabiliser, voire potentiellement repartir un petit peu à la hausse dans ces 3 prochaines années. Donc la situation, on est quand même sur une crise immobilière très importante. Je pense que ça doit être la crise immobilière la plus importante depuis les années 90. Parce que je reviens un peu sur les conséquences de cette hausse des taux. À mon sens, il y en a eu deux principales qui ont eu un impact très fort sur les marchands de biens et sur les promoteurs. Donc cette hausse des taux a engendré une diminution du pouvoir d'achat des particuliers et du coup une incapacité pour des particuliers d'acheter des biens immobiliers. Donc les ventes des opérations euh, ont extrêmement du mal à se réaliser. Donc les délais de vente des opérations immobilières sont plus longs. Bien souvent, euh,
indique qu'il faut quasiment vendre 2 fois, voire 3 fois le même lot parce que les acquéreurs n'ont pas leur financement bancaire, donc le lot revient à la vente. Donc ça crée beaucoup de retard sur les opérations. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, pour que les, euh, les financeurs qui passent par les plateformes ou même tout type de financeur puissent être remboursés, il faut qu'il y ait une vente d'une opération. Le deuxième point, c'est que cette hausse des taux a aussi engendré une hausse des coûts de portage pour l'opération, une hausse des frais financiers. Parce que il faut savoir que contrairement à un particulier qui achète son bien sur 10 ans, sur 20 ans, sur 15 ans, les taux des professionnels sont des taux variables. Et ça change tout pour les promoteurs et les marchands de biens qui ont vu leurs frais financiers exploser sur ces 2 dernières années. Ils ont très concrètement doublé. Souvent, un marchand de biens va emprunter lorsqu'il achète un actif à 2,5 plus Euribor. L'Euribor, il est passé de 0 à 4. Donc, on s'est retrouvé avec des marchands de biens qui avaient anticipé des frais financiers de l'ordre de 2,5% à finalement devoir payer du 7%. Et lorsqu'on est sur des actifs qui sont portés par des promoteurs, le temps de la construction, il n'y a aucun flux rentrant, aucun loyer qui permet de pouvoir payer ces frais financiers. Donc, le promoteur ou même le marchand de biens, quand il n'y a pas de loyer en face, doit apporter du cash supplémentaire, qu'il n'avait pas forcément anticipé, pour payer ses frais financiers. Et en plus de ça, il doit l'apporter sur une durée plus longue parce que les ventes ne se réalisent pas dans un délai qui est relativement court. Donc ça a tendance à s'allonger. Donc c'est un peu l'effet ciseau de ces deux faits qui créent cette crise immobilière qu'on vit aujourd'hui, avec une crise de liquidité pour les opérateurs immobiliers et une obligation pour certains acteurs immobiliers de devoir vendre aussi à des prix plus faibles. Euh, donc ça, c'est les effets qui ont un impact immédiat sur les professionnels de l'immobilier. Après, à côté de ça, il y a aussi tout ce qu'on entend autour des SCPI, le fait que le marché immobilier diminue, les taux ont donc augmenté, donc les expertises, euh, malheureusement, ont diminué parce qu'il y a un moyen de valoriser les actifs immobiliers qui est très connu de tous, c'est tout simplement avec le taux de cap. On valorise par rapport au taux à laquelle l'investisseur est prêt à acheter. Et dans les actifs prime, par exemple, à un moment donné, on a vu des transactions se réaliser à des taux de cap inférieurs à 3%. Aujourd'hui, le taux de cap du prime, il est plutôt à 4%. Donc on se dit, bon, ben, c'est pas énorme, on parle de 1% de différence. Au final, le taux d'intérêt pour les particuliers, il a triplé. Mais finalement, ça a un impact énorme. On parle de 25%, enfin, c'est colossal. Donc une perte de valeur de 25%. Donc les experts ont baissé leur valorisation de 25%, ce qui est politique. Donc tout le monde commence à prendre peur, souhaite sortir des SCPI. Et donc voilà, il y a un peu vraiment cette situation très complexe sur les sujets immobiliers. Néanmoins, et c'est tout l'enjeu pour des acteurs comme Club Funding, c'est ce marché de crise euh, permet de créer des vraies opportunités euh, et presque des anomalies. C'est qu'il y a des acteurs qui sont tellement pressés de vendre et à des prix, presque peu importe le prix, mais ils ont besoin de vendre pour pouvoir solder les financements bancaires. Donc il y a des prix qui sont vraiment décorrélés du marché et on a vu des actifs à Paris, résidentiels, en dessous de 5 000 euros du mètre. D'ailleurs, on en a financé avec un club deal equity avec l'acteur Impulse. On a acheté des immeubles bien placés dans le 20e arrondissement de Paris à des prix inférieurs à 5 000 euros du mètre parce que c'était une succession, il fallait vendre vite et aujourd'hui, il y a quasiment aucun institutionnel qui achète, donc ça crée des vraies belles opportunités. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est
évidemment, dans un premier temps, sécuriser notre encours de 1 milliard d'euros, parce que ces 2 dernières années, le marché il était quand même très élevé, et pour les raisons que j'ai indiquées, aujourd'hui, le prix est quand même relativement plus faible. Évidemment, il y a un risque pour les intérêts des investisseurs sur certaines opérations quand on intervenait au niveau des fonds propres des opérations. Euh, D'autres où on a financé euh, euh, l'actif en financement unitranche avec des garanties très fortes. Bon, là, le capital, il n'est pas à risque, mais néanmoins, les délais sont longs et il y a cette crise de liquidité de la part des marchands de biens. Donc, ils n'ont pas le cash pour payer les coupons, parce que c'est aussi vraiment le point différenciant de crowdfunding, c'est d'avoir des coupons mensuels. Donc, on sent tout de suite le coût d'une opération. Et on connaît si enfin, la situation assez précise de l'opérateur. Donc, c'est de bien gérer cet encours, bien gérer ses opérations, trouver des solutions avec les opérateurs immobiliers pour trouver des issues favorables. Parfois, ça passe par des négociations un peu obligatoires, hein, de décaler des coupons en in fine, de les accompagner sur la vente des opérations, de les aider, trouver des acquéreurs potentiels. Voilà, donc c'est sécuriser ça et en même temps de bien expliquer aux investisseurs de crowdfunding que euh, c'est quasiment, à mon sens, le meilleur moment pour faire des placements immobiliers. Alors, c'est simple à dire, peut-être parce que moi, je travaille dedans et je vois constamment des opérations immobilières et je vois la différence et également la qualité des opérations qu'on est capable de proposer à nos investisseurs aujourd'hui avec des niveaux de garantie extrêmement élevés, avec des taux qui sont de l'ordre de 11%, voire 12%, c'est de leur faire comprendre que c'est le bon moment d'y aller, malgré le fait qu'ils aient investi dans des opérations où les coupons ne sont pas payés parce que l'opérateur, malheureusement, a acheté il y a 2 ans, c'était le pic de l'immobilier, donc il y a un petit peu de risque. Voilà, c'est un peu Un peu le côté, c'est un peu le côté schizophrénique d'une situation tendue ou de crise. C'est que finalement, ben, on a l'expérience passée et on se dit, bon, bah, j'ai pris une petite douche froide, je me calme. Alors que, alors que euh, la logique rationnelle voudrait que ce soit le meilleur moment pour investir et du coup, il faut un peu se flageller pour reprendre les fondamentaux d'analyse économique du marché en se disant ben, finalement aujourd'hui les opérateurs immobiliers ils peuvent acheter à des niveaux de prix qui sont beaucoup plus avantageux qu'il y a 2 3 ans et donc les accompagner dans leur stratégie d'investissement. Tu faisais un parallèle avec les CPI tout à l'heure, donc j'en profite. C'est un peu le même raisonnement, c'est-à-dire qu'elles ont tout intérêt justement à déployer de l'argent aussi aujourd'hui sur ce marché immobilier plutôt, alors que certaines SCPI historiques ont pris des coups un peu sur le museau parce qu'elles avaient acheté sur des niveaux de valo qui sont plus élevés qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu le côté un peu schizophrénique. Et c'est ce que nous, chez Willim, on essaye effectivement d'expliquer à nos clients, puisque nous, on joue ce rôle de conseiller en investissement, métier de conseiller en gestion de patrimoine. Donc on est partenaire de Club Funding et d'autres plateformes, mais on est très content de pouvoir travailler avec des acteurs comme Club Funding qui ont cette envergure et donc qui ont une vision du marché qui est assez large comparée à des petits acteurs qui peuvent avoir des visions plus réduites. Euh, et donc, effectivement, nous, ce qu'on constate quand on analyse un peu les dossiers qui sortent sur les plateformes, c'est qu'on a des niveaux de garantie aujourd'hui sur les opérations de crowdfunding immobilier qui sont proposées par les plateformes, en tout cas les majeures du marché, notamment Club Funding, qui ont des niveaux de sûreté, de garantie. Alors, quand on parle de niveau de sûreté de garantie, c'est la garantie que vous prenez pour le compte des investisseurs sur les opérations. Ça peut être des garanties réelles comme des hypothèques de premier rang, par exemple, ou d'autres garanties qu'on pourra rappeler juste après, mais qui sont plus élevées qu'avant, avec des niveaux de rendement moyens sur les opérations affichées sur les plateformes qui sont supérieurs à celles qu'on pouvait voir en 2020 ou 2021, puisqu'on était plutôt autour de 9%, 9, 9,10, 9,20, alors qu'aujourd'hui, tu le disais, on atteint plutôt autour de 11% sur les opérations qui sortent. Mais malgré tout, est-ce que vous, chez Club Funding, pour parler spécifiquement de Club Funding, est-ce que vous avez revu vos grilles d'analyse des projets? Vous avez renforcé vos grilles de lecture pour n'accepter que des projets qui répondent à des critères qui sont peut-être plus stricts qu'avant? Est-ce que ça, c'est des choses qui ont évolué aussi dans votre manière d'auditer et de filtrer les projets
que vous proposez aux investisseurs sur la plateforme? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on reçoit plus de 1000 dossiers, hein, c'est à peu près 1500 dossiers par an. Euh, et on, on- on a dû augmenter nos critères d'éligibilité. Pourquoi on a augmenté ces critères d'éligibilité? C'est aussi tout simplement parce que le risque a augmenté. Donc on a suivi l'évolution du marché. C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on analysait le marché, c'était quand même extrêmement compliqué d'anticiper une hausse des taux aussi forte et aussi brutale. Alors évidemment, peut-être qu'on aurait dû, mais à cette époque, euh, personne ne voyait cette hausse des taux, aucun expert, et on se basait sur des prix d'expertise, on se basait sur, on avait même des points avec des économistes ou autres, voilà, personne ne tirait la sonnette d'alarme. Néanmoins, aujourd'hui, ça a été le cas, donc on est extrêmement plus prudent. Il y a déjà des points qui sont extrêmement différenciants. Le premier point, c'est le niveau de garantie. Tu le soulignais, on prend maintenant des garanties très fortes. On a 80-90% de nos projets qui ont des garanties réelles. On voit donc très régulièrement des garanties comme des hypothèques ou des fiducies. Et même assez régulièrement les deux, on va prendre une fiducie sur les titres de la société, en plus de ça une hypothèque. Et on va demander aux opérateurs d'apporter des fonds propres en plus de notre financement. Donc là, très clairement, on va remplacer la banque sur des opérations. Donc, pourquoi on a Fiducie, parce que l'hypothèque, Gauthier, c'est assez, les gens comprennent facilement. C'est-à-dire, j'achète un appartement ou une maison, je donne une hypothèque, c'est assez parlant, mais la fiducie, c'est assez abstrait. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer brièvement ce qu'est la fiducie et en quoi c'est une garantie forte pour les investisseurs quand ils voient marqué sur la documentation des projets qu'il y a une fiducie sûreté? Bien sûr. Donc, il y a 2 types de garanties. Il y a des garanties sur les titres de les sociétés, pardon, une fiducie sur les titres de la société ou une fiducie sur l'actif directement. Ce qu'on aime bien faire chez Club Funding, c'est de mettre en place la fiducie sur les titres de la société et de mettre en plus de ça une hypothèque sur l'actif. Et une fiducie, c'est quoi? C'est tout simplement une garantie qui permet de déposséder la propriété de l'opérateur qu'on a financé et de placer cette propriété au sein d'un avocat fiduciaire qui va, pendant la durée de l'opération, détenir pour ton compte, pour le compte des investisseurs, cette propriété pendant la durée de l'opération. Et en cas de défaut, euh, tout simplement, on peut demander à cet avocat fiduciaire d'agir en tant que propriétaire de cette garantie. Je prends l'exemple de la fiducie sur les titres. Donc, lorsqu'on met en place la fiducie sur les titres d'une société qui détient l'actif, les titres vont être donc détenus par le fiduciaire pendant la durée de l'opération. S'il y a un cas de défaut, par exemple, on peut demander au fiduciaire, en tant que propriétaire de ces titres, d'agir en tant qu'associé sur l'opération. Par exemple, on va lui demander de changer le dirigeant de la société. On va mettre en place un dirigeant qu'on va sélectionner, qui va pouvoir agir au nom des investisseurs de Club Funding pour le bien des investisseurs de Club Funding, c'est-à-dire prendre des décisions comme procéder à la vente de l'actif. Alors tout ça est évidemment dans un cadre qui est extrêmement réglementé. Hein. Ce n'est pas une garantie de cow-boy où on peut demander à l'avocat de prendre la main et de faire ce qu'on veut avec l'actif, mais néanmoins, on a le contrôle dessus et tout ça se fait relativement rapidement. À la différence d'une hypothèque, lorsqu'il y a un cas de défaut, c'est quand même extrêmement long de pouvoir venir se rembourser sur une hypothèque. Quand je dis extrêmement long, pour donner un ordre d'idée, ça peut mettre parfois plus d'un an à recouvrer les fonds lorsqu'on a une hypothèque. Et quand je dis un an, ça peut même mettre parfois 2 ans. C'est les délais de la justice française. Avec la fiducie, c'est plus rapide. Même si, encore une fois,
C'est pas non plus la garantie miracle, même si c'est la meilleure garantie, parce que ça reste du droit des contrats et ça passe quand même parfois par la justice française. Elle peut être attaquée, mais on a eu le cas sur un autre sujet. Ça prend du temps, mais néanmoins, à la fin, on arrive à reprendre quand même le contrôle. Ok. On parlait du contexte de marché, donc, qui nous a amené à parler du fait qu'il y avait des dossiers avec de plus fortes garanties aujourd'hui, d'une manière assez globale sur l'ensemble des plateformes. Et ça vient du fait que vous avez augmenté donc aussi vos grilles d'analyse, parce que si on regarde les chiffres de 2023, je vais en citer quelques-uns pour que les gens qui nous écoutent euh, se rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de taux de retard, euh, on estime à peu près qu'on est sur des taux de retard de moins de 6 mois sur des remboursements. C'est-à-dire que sur des opérations qui étaient prévues d'être remboursées en 24 mois, finalement, elles sont remboursées en 30 mois parce qu'il y a une demande d'avenant qui est faite par l'opérateur immobilier. Donc des retards de moins de 6 mois, on est plus en 2023 sur 20 à 25%, alors qu'avant on était à 12%, et les taux de casse ont quasiment doublé, ils étaient inférieurs à 1%, ils étaient plus à 2 voire 4%. Est-ce que toi, ce que tu vois un peu du marché, est-ce que cette tendance-là, elle est à s'aggraver ou elle est plutôt à stagner? Et est-ce que chez vous, chez Club Funding, vous avez eu des opérations en défaut? Et si oui, comment vous les traitez? Parce que, en fait, comme c'est un peu des gens qui sont confrontés à ça, et moi je le vois quand j'en discute avec certains clients, alors pas chez nous, mais en tout cas des prospects qui nous appellent ou qui laissent leurs coordonnées sur notre site willim.fr pour être accompagnés dans leurs projets, qui se sont à un moment donné débrouillés tout seuls et qui ont investi en crowdfunding immobilier, qui se rendent compte que finalement, quand on investit en crowdfunding immobilier, il faut aussi analyser les projets dans lesquels on va, les plateformes avec qui on travaille. Est-ce que toi, voilà, comment vous avez eu à traiter ce type on va dire, de retard ou de casse? Comment vous faites? C'est quoi qui se passe? C'est quoi le service après-vente, en fait, au final, Oui, exactement. chez Clubfood? Euh, alors, évidemment, ça, c'est des sujets qui nous occupent énormément et qui occupent l'équipe dirigeante. On a une vingtaine de personnes qui travaillent sur ces sujets-là chez Club Funding, hein. On a une dizaine de juristes, on a une équipe suivi qui est dédiée, une équipe aussi affaires spéciales. Et une des forces aussi du groupe Club Funding, c'est d'avoir euh, au sein du groupe Club Funding une société de recouvrement. Euh, donc déjà, il faut savoir que quand les échanges commencent à se tendre, quand le contrat commence à ne plus être tout à fait respecté, on sollicite un appui de la part d'une société de recouvrement qui s'appelle CF2C. Ça a un impact fort parce que à partir du moment où ça commence à se tendre avec l'opérateur, le fait de placer en recouvrement la créance, ça permet d'avoir déjà deux interlocuteurs. D'avoir la CF2C qui contacte directement les opérateurs. Il n'y a plus du tout cette relation de client et ça permet de faire comprendre aux opérateurs que maintenant, ils sont clairement dans le rouge et il faut absolument rentrer dans les clous. Donc, le premier niveau qu'on a mis en place chez Club Funding, c'est celui de transférer la créance auprès d'un service de recouvrement euh, interne, mais néanmoins avec des professionnels du recouvrement de créances, qui travaillent d'ailleurs avec beaucoup d'autres acteurs de la place. Euh, Ces échanges peuvent permettre, avec cette société de recouvrement, peuvent permettre de trouver un accord sur des échéanciers. Et parfois, c'est respecté et ça fonctionne très bien. Malheureusement, parfois, on arrive à trouver un accord, mais l'opérateur n'arrive plus à vendre l'actif, souhaite vendre l'actif à des prix trop élevés, donc personne n'achète ces actifs.
la société de recouvrement, bien souvent, arrive à négocier pour diminuer ce prix de vente et récupérer un mandat. Mais néanmoins, à partir du moment où ce prix de vente commence à être un prix un peu faible pour l'opérateur, l'opérateur se rend compte qu'il va quasiment plus rien toucher. Il a tendance, il va pas toucher beaucoup de fonds parce que tout ce qu'il va recouvrer va aller pour les investisseurs. Il a tendance, du coup, à se concentrer sur des opérations où il va gagner de l'argent. Donc, on a mis en place un deuxième niveau pour sécuriser nos investisseurs. On a créé en interne une société de commercialisation qui va prendre le relais. Donc, c'est deux personnes qui font ce métier depuis une dizaine d'années, qu'on a recruté. C'est une société qui est nommée Aura. Donc, on prend les mandats pour vendre ces actifs auprès de notre écosystème, auprès des investisseurs institutionnels, auprès de nos investisseurs privés et auprès même d'acteurs de l'immobilier. Euh, donc, voilà, ça c'est le deuxième niveau, parce que parfois on s'aperçoit que quand il reste plus qu'à vendre l'actif, notamment parce que c'est vrai que le funding est très spécialisé sur les marchands de biens. Donc, on a des actifs qui ont un prix de vente, euh, quoi qu'il en soit, peu importe son niveau d'avancement des travaux, on sait qu'on peut vendre l'actif à un certain prix, contrairement à des opérations de promotion immobilière, parce que c'est pas fini, c'est quand même très compliqué de le vendre à la casse, hein, où j'entends où on vend de la totalité, parce qu'il y a quelques lots qui sont... Je mets de côté du coup les opérations de promotion. Donc ça nous permet aussi, en plus de ça, d'avoir de la visibilité, parce que l'équipe de commercialisation de Club Funding va faire des visites avec des acteurs. On va voir les vices cachés, on va voir si l'opération elle suscite vraiment un intérêt, on va recevoir des offres, donc on va pouvoir tout de suite estimer le prix de vente de l'actif, et donc on se retrouve clairement les manches pour permettre de vendre les actifs. Malheureusement, parfois, les prix de vente ne permettent pas de solder la totalité de, de l'encours de nos investisseurs et des intérêts. Euh, dans ce cas de figure, on a réfléchi à une solution, parce que ce qui a fait le succès du crowdfunding, c'est de pouvoir vraiment décider dans quelle opération on investit. Mais néanmoins, il n'y a pas la mutualisation du risque, contrairement à à notre fonds qu'on gère au niveau de notre société de gestion, où on a pu investir sur plein de projets. Donc, l'investisseur peut mutualiser son risque en investissant directement sur notre fonds. Mais néanmoins, lorsqu'il investit et que l'opération ne fonctionne plus, il peut y avoir évidemment une perte en capital. Euh, la proposition de crowdfunding, ça a été de trouver une solution pour pouvoir étaler cette perte dans le temps et surtout la recouvrir dans le temps. Donc, on a mis en place une réserve de compensation qui va être alimentée par les marges futures des opérations en equity qu'on réalise sur Club Funding. Maintenant, systématiquement, lorsqu'on fait des club deal equity et qu'on achète des actifs immobiliers à partir donc de début 2024 jusqu'à fin 2026, on va venir capter 5% des marges qu'on va réaliser sur ces opérations et l'allouer à cette réserve de compensation pour venir verser ce, ce, montant auprès des investisseurs qui ont eu un défaut de capital, et ça sans, et même sur les opérations historiques. Pour le moment, il faut savoir que chez Club Funding, on n'a pas encore acté de défaut, parce que il y a des sujets, il y a des sociétés qui sont en procédure collective. Hein. On a conscience qu'il va y avoir très certainement des défauts, c'est même quasiment avec certitude, mais néanmoins, ce sont des procédures qui sont longues et on ne peut rien acter, rien officialiser tant que ça ne l'est pas par la justice française. Donc, Sur les plus de 1100 projets que vous avez financés depuis 2015, euh, pour montrer quand même que vous avez une grille d'analyse et de lecture qui est assez fine et qu'il y a aussi un contexte de marché qui n'était pas forcément facilement, on ne pouvait pas facilement l'anticiper. Il y a combien de dossiers sur lesquels tu peux dire aujourd'hui, on pense qu'il y a un risque de casse quand même élevé? Il me semble que c'est pas déjà sur énorme selon les les infos que j'ai. 1100 dossiers, pardon.
sur les 1100 dossiers qu'on a financés, il y en a déjà un peu plus de 500 qui ont été remboursés. Et sur les 500 restants, on a aujourd'hui quand même des retards euh, euh, sur, allez, on va dire à peu près 30%, et on va avoir 10% de ce montant sur des sujets compliqués, potentiellement en procédure. Mais néanmoins, on a dans ces 10% des procédures qui sont en cours, mais avec des garanties très fortes et assez, Oui, peut-être c'est contre-intuitif, mais on a fait un point avec nos avocats sur un sujet en particulier, et le meilleur moyen de pouvoir retrouver ces fonds, c'était de passer en procédure judiciaire. On a une fiducie plus une hypothèque, et finalement, le cadre de la procédure du redressement nous permet de sécuriser l'opération parce que mm, il y a un administrateur qui est nommé, il va organiser la vente de l'actif pour permettre d'avoir un prix de vente qui soldera les différents créanciers. Euh, donc, malgré tout, une des recommandations qu'on peut faire, et je pense que c'est aussi les choses que tu dois dire et que tu dois aussi probablement t'appliquer à toi-même dans la gestion de tes investissements, c'est quand même la diversification. C'est-à-dire, quelqu'un qui investirait tout sur un seul projet, même s'il fait confiance au savoir-faire de Club Funding, c'est peut-être mieux de privilégier, d'investir dans plusieurs projets, dans des secteurs géographiques différents. Quelles sont les recommandations que tu pourrais donner à un investisseur qui aujourd'hui se connecte sur la plateforme quand il regarde les projets que vous mettez en ligne? Ouais. Ouais. Alors déjà, il y a la première recommandation, c'est de sélectionner l'acteur qui propose les dossiers. Quand je dis l'acteur, c'est la plateforme. Parce qu'on le voit bien, chez Clafunding, on est nombreux. De gérer ces sujets, ça prend énormément de temps. Il faut surtout en plus avoir la ressource en interne pour pouvoir les gérer. Et évidemment, sur chaque sujet compliqué, on prend aussi des avocats externes. Ça, il faut les financer. On a des frais d'avocat, plusieurs centaines de milliers d'euros sur certains sujets. Donc pour Clubfunding, vu les volumes qu'on traite, on a cette capacité de les payer et de gérer au mieux euh, les, euh, euh, les défauts et au mieux les projets compliqués. Et en plus de ça, le fait qu'on soit leader, comme tu l'as souligné, on a financé plus de 1000 projets, il y a quasiment la moitié des projets qui ont été remboursés. On a aussi une expérience très fine de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne un petit peu moins. Parce qu'on traite énormément de dossiers et on a un flux de dossiers rentrants énorme, donc on peut sélectionner vraiment les meilleurs dossiers et les proposer aux investisseurs. Donc ça, voilà, sélectionner déjà l'acteur dans un premier temps. Ensuite, il y a un élément aussi extrêmement important, c'est le niveau de garantie sur les projets. Et parfois, on sent que les investisseurs euh, ne se rendent pas forcément compte de la différence entre certaines garanties. Mm. C'est par exemple financer une opération à 12% sans garantie réelle, sans hypothèque, sans fiducie, bah, il y a forcément un risque plus élevé. Après, c'est des risques qui sont maîtrisés parce que parfois les opérations peuvent être déjà commercialisées. On est avec des acteurs qui sont bien connus de Clubfunding, qui ont une extrêmement bonne réputation. Voilà, il y a quand même des fois des exceptions, mais néanmoins, si cette opération ne fonctionne pas comme prévu, si l'opérateur a plus de difficultés que prévu, notre financement, il va être considéré comme être un financement chirographaire. Donc, en cas de procédure, on peut être étalé. Si l'actif est vendu, on n'est pas remboursé tout de suite. Donc, il y a quand même une énorme différence avec un autre projet à côté où on a une hypothèque. Parce que, pour reprendre le cas du dossier où on a une procédure collective dessus, ben, on a une hypothèque sur l'actif. Euh, L'actif, enfin, avec une hypothèque, avec une LTV qui est extrêmement raisonnable. Donc, le capital de nos investisseurs, de notre point de vue, n'est pas du tout en risque.
Donc ça change complètement la perception des choses et surtout le risque si l'opération ne fonctionne pas comme prévu. Donc ça, il faut être très vigilant. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement sélectionner un projet compte tenu de ces garanties, hein. C'est d'ailleurs dans notre comité des risques qui est composé de professionnels de l'immobilier et du financement. C'est pas forcément euh, c'est pas parce qu'il y a une très bonne garantie qu'on va faire le dossier, hein. Il y a évidemment énormément d'autres points importants à analyser. Mais néanmoins, pour un investisseur qui a peut-être pas suffisamment de temps de tout analyser comme Club Funding le fait, de sélectionner des dossiers avec des très bonnes garanties. Ok. Et peut-être aussi donc d'investir, comme je le disais, sur plein de projets différents, même au sein de la même plateforme. Oui, Euh, oui, je ça c'est sais sûr aussi que... qu'il faut Oui, pardon. diversifier. Je disais, ça, c'est effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut diversifier au maximum son portefeuille. C'est aussi l'avantage de travailler avec un acteur comme Club Funding. On est capable de proposer très régulièrement des projets et il vaut mieux vraiment diversifier et investir très régulièrement sur Club Funding. Et il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez aussi cette capacité d'innovation que l'on voit voilà, régulièrement. On parle aujourd'hui sur la plateforme de projets en obligataire, c'est-à-dire une émission obligataire, les clients souscrivent et vous faites des coupons versés régulièrement, donc mensuellement ou trimestriellement, mais c'est Mhm. plutôt mensuellement généralement. Et vous avez lancé des club deals en equity. Vous avez aussi mis en place ce que vous avez appelé et que d'autres acteurs ont aussi appelé sur le marché, c'était un peu à la mode à un moment donné, on utilisait un peu moins ça, mais l'immobilier fractionné, en l'occurrence, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces nouveautés que l'on voit apparaître depuis 6 mois ou un peu Bien sûr. plus à la fois chez Club Funding mais sur le marché terminer ensuite, on pourra terminer là-dessus sur cette note-là un peu sur les projets de développement, les nouveautés, notamment l'européanisation un peu de Club Funding et des projets que vous proposez sur la plateforme. Non, tout à fait. Euh, alors, on s'est posé une principale question, c'est-à-dire comment on peut sortir du risque peu systémique d'un opérateur immobilier. Parce que lorsqu'on utilise des instruments de dette, il y a quand même un risque un peu de contagion auprès de l'opérateur qu'on a financé, même si on arrive à peu près à bien sécuriser les choses avec ce système de fiducie et d'hypothèque. Néanmoins, on a voulu aussi apporter une solution avec un risque différent sous forme de club deal equity. Euh, donc là, dans ce cas de figure, on va rassembler des investisseurs qui vont détenir directement la société qui détient le projet, l'actif immobilier. Donc nos investisseurs vont être en quelque sorte propriétaires de l'actif à hauteur de 90%, bien souvent parce que l'asset manager va investir 10% des fonds propres en complément. Et ça, c'est vrai que les investisseurs l'entendent pas forcément. Euh, Parce qu'ils nous demandent parfois, mais quelle est ma garantie? Il n'y a pas de garantie parce que vous êtes propriétaire de l'actif. Mm. Donc ça n'a rien à voir. On vient typiquement de faire un très beau club deal equity avec différentes sources de financement du groupe. On a levé 16 millions d'euros en equity pour acheter un actif dans le triangle d'or avec l'opérateur, la financière de Choiseul. C'est un immeuble qui est situé à l'angle Clément Marot et rue Marbeuf, un très bel immeuble. Et là, la proposition de rentabilité pour les investisseurs, c'est 15% de TRI cible pendant la durée de l'opération. Donc là, la première garantie, c'est pour nos investisseurs de dire que vous avez une quote-part de la société qui détient un actif en bloc dans le triangle d'or. C'est quand même extrêmement rare. Et donc ça, on en est assez fiers. À un moment donné, on appelait ça le crowd investing. C'était un peu le terme à la mode, mais Mm. on permet quand même, à partir de 1000 euros, de posséder une part d'un actif comme ça et de réaliser en quelque sorte l'opération de marchand de biens. Ça, c'est le premier aspect. Et donc là, on sort complètement du risque de contrepartie.
parce qu'il n'y a pas de risque de défaut de l'opérateur. Dans le pire des cas, si l'asset manager fait défaut, on en sélectionne un autre parce qu'on est majoritaire, on maîtrise le sujet. Donc ça, on a envie de continuer de le développer. La petite contrepartie, c'est que on est totalement en in fine, parce qu'il n'y a pas de coupon. Donc la rentabilité se fait à la fin de l'opération. Donc c'est souvent, pour le coup, 36 mois. Mais le risque est quand même bien maîtrisé. On a fait cette opération-là, on a fait notamment fin d'année dernière, je le citais, la fameuse opération à moins de 5 000 euros du mètre dans du résidentiel, et on va continuer de proposer d'autres opérations. Euh, on a réfléchi aussi sur la thématique long terme, et on a trouvé cette solution de l'immobilier fractionné qui permet à des investisseurs, de manière très simplifiée, de pouvoir financer, comme je dis financer parce que c'est via un instrument d'aide, mais néanmoins être comme propriétaire d'un actif, parce qu'on va mettre avec un mécanisme de la fiducie et une obligation, on utilise une obligation un peu spécifique qui permet de venir toucher le loyer de l'opération. C'est-à-dire que notre taux va être équivalent au loyer moins les charges de l'opération. Donc ça permet de bénéficier d'une certaine manière aussi de l'inflation, parce que les loyers durant les prochaines années Mmh. va augmenter avec l'inflation, et donc les intérêts vont potentiellement augmenter pendant la durée de détention. Donc là, c'est un risque aussi qui est complètement différent, parce qu'on est sur des actifs qui sont loués et qui vont dégager parfois des rentabilités de l'ordre de 10%. Donc c'est un risque aussi qui est complètement différent et qui permet de détenir un actif rentable sur le long terme. Donc là, on vient un petit peu proposer une Avec solution une fiscalité qui est pas celle des revenus fonciers et de l'immobilier traditionnel. C'est-à-dire avec une fiscalité qui est plus qui est avantageuse, plus avantageuse. puisque Il y a voilà, puisque c'est des coupons que l'on perçoit, etc. Exactement, il y a énormément d'avantages. Ça va être la flat tax à 30%. Le sous-jacent, il reste immobilier. Et en plus de ça, on peut bénéficier de la hausse des taux. Et en cas de revente, on a mis un mécanisme aussi où on va bénéficier d'une quote-part de la plus-value en cas de revente de l'actif. Donc on a essayé un peu de tout allier pour que ça fonctionne bien. Et c'est une vraie solution un peu différenciante par rapport au SCPI, où on a la sensation d'investir dans des projets qu'on maîtrise pas forcément. C'est pas nous qui décidons dans quel projet la SCPI investit. Là, euh, euh, encore une fois, c'est l'investisseur qui va pouvoir sélectionner les actifs qui le séduisent. Donc ça, c'était au niveau des innovations, et peut-être Mm. pour conclure d'un point de vue un peu plus général les innovations pour Club Funding, c'est effectivement l'internationalisation. On a déjà ouvert des bureaux en Espagne et en Italie. On a envie de consolider ces marchés. C'est extrêmement pertinent de se développer en ce moment à l'étranger, notamment en Espagne. Il faut savoir que le marché immobilier n'a rien à voir. Ça fonctionne bien, le marché est plutôt fluide, le marché immobilier ne connaît pas de crise comme en France, hein. Les promoteurs arrivent à vendre, les prix de l'immobilier augmentent à Madrid. Donc, c'est assez intéressant de se positionner, pour des investisseurs français, de se positionner sur des opérations étrangères. Oui, donc des opérations étrangères que l'on va retrouver de plus en plus, et ça, c'est permis grâce au nouveau statut de PSFP, Mhm. qui est un statut du coup européen et qui donc vous permet en tant que plateforme de faire venir des investisseurs européens, mais aussi de sourcer des projets au niveau européen et de vous positionner et de permettre à des investisseurs de diversifier. C'est ce que je dis, moi, quand j'ai des clients ou des prospects qui me demandent est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'aller sur des plateformes de crowdfunding et d'aller sélectionner des projets. Je dis que c'est complètement complémentaire d'autres thématiques immobilières comme la SCPI, comme d'autres sujets. C'est pour ça qu'il faut jamais, il y a jamais de recette miracle. C'est une diversification globale des allocations qui fait qu'in fine, on se retrouve avec un patrimoine qui performe dans la durée, des placements qui performent dans la durée, c'est parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et c'est intéressant aujourd'hui pour un investisseur qui a envie de creuser et de vraiment savoir où va son argent plutôt que de le confier dans un fonds qui va prendre les décisions à sa place. Quelqu'un qui a envie d'être dans cette dynamique-là, de pouvoir
se connecter sur Club Funding par l'intermédiaire de Willim et ensuite de pouvoir recevoir des opportunités d'investissement et de décider ou d'être accompagné dans la prise de décision sur plutôt orienté et de pouvoir diversifier sur d'autres pays, euh, voilà, comme vous êtes en train de le faire et de pouvoir le proposer. Bah écoute, Gauthier, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode qui a duré un peu plus de 50 minutes. On a parlé voilà, de plein de choses. Je te remercie à la fois de ta transparence et ta franchise parce que c'est pas toujours évident de devoir parler des risques d'un marché compliqué. Euh, c'est surtout aussi, on a plutôt tendance à toujours vouloir regarder le verre à moitié vide plutôt que de le regarder à moitié plein. Mhm. Moi, ce que je retiens quand même beaucoup de cet échange aujourd'hui, c'est que bah, même si il y a un contexte où il y a des opérations qui sont en retard et il va y avoir des opérations probablement en défaut partiel ou total pour certaines, je retiens quand même que chez Club Funding, en tout cas, aujourd'hui, sur plus de 1000 opérations financées, il y en a plus de la moitié qui se sont bien débouclées, qu'il y en a d'autres qui vont continuer à bien se déboucler, et que dans un contexte où on collecte de plus d'1,5 milliard, évidemment que quand on est sur un sous-jacent comme ça, d'achat-revente, enfin d'opérations de marchand de biens, il y a des risques. Les risques qui sont payés à la fois dans le coupon et dans la performance. Et les investisseurs doivent apprendre à diversifier et acceptent ce risque s'ils y vont. Et si ce risque se révèle, on ne peut pas non plus être surpris, d'où l'intérêt de diversifier. Et je trouve que, évidemment, que le crowdfunding immobilier a une part tout à fait légitime dans les allocations d'actifs que l'on peut faire, nous, auprès de nos clients, sous réserve d'être bien accompagné pour le faire, sous réserve de bien analyser les projets et de diversifier. Voilà, c'est un peu le mot de la fin que je voulais donner. Et je suis très content que tu aies pu partager avec nous ton expérience de marché pour à la fois resensibiliser les clients investisseurs là-dessus, mais surtout rappeler qu'aujourd'hui, on est sur un momentum de marché qui est idéal pour aller sur cette classe d'actifs, puisque les niveaux de garantie sont beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait avoir il y a 2-3 ans sur les mêmes profils de projets. Et en plus, les coupons servis en moyenne sont supérieurs, puisqu'ils aujourd'hui sont plutôt autour de 11 sur les nouveaux projets qui sortent, alors qu'ils étaient plutôt autour de 9, 9,5 il y a 2-3 ans. Voilà. J'ai dit un petit mot de la fin voilà, pour un peu rappeler tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup Gauthier d'avoir accepté mon invitation. J'hésiterai pas à te solliciter pour refaire un point peut-être l'année prochaine un peu pour voir si comment se sont débouclées ces opérations et surtout refaire un point de marché. Mais c'était un plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir partagé. À très vite. À bientôt.